L'école de la liberté, dernière chose, je crois qu'il y a quelques opuscules à la sortie, etc. Mais c'est une initiative récente et tout à fait, qui est extrêmement intéressante, et qui commence à être opérationnelle. Et donc vous avez intérêt à vous informer, à en prendre connaissance. Donc je vais passer la parole à Alain, tout de suite, sans problème, très directement. Merci Henri, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis ravi de retrouver des visages connus, puis aussi des jeunes, ce qui va m'inviter à essayer peut-être dans mon propos de faire un peu de libéralisme, de pédagogie libérale latérale. Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à débattre avec Gaspard Gruny. Je dis avec et pas contre. Car en réalité, tout nous rapproche et je crois bien peu nous sépare. Et je voudrais d'abord très amicalement saluer son talent, sa plume, sa force dans ce rôle d'agitateur d'idées qui est le sien, d'agitateur d'idées libérales, même s'il cherche, à mon avis, heureusement, à sortir des ornières d'un vieux libéralisme pour épouser notre époque, pour essayer de mettre au fond le libéralisme à l'heure de la grande mutation de la société que nous sommes en train de vivre. Il a beaucoup écrit, il écrit beaucoup sur cette question. Il se trouve néanmoins que nous sommes en désaccord sur la promotion qu'il fait du revenu universel et inconditionnel. Et je voudrais, si tu le veux, Gaspard, donner à notre débat le caractère d'une dispute, au sens intellectuel ancien de ce mot. C'est-à-dire un débat argumenté, raisonné, sans usage de sophisme ou de fioritures rhétoriques, qui lui permettent d'aller au fond des concepts dont nous allons parler, et puis peut-être d'aborder quelques autres idées au passage. Alors, dans le champ des idées politiques, c'est vrai qu'il existe deux propositions voisines, mais à mon sens distinctes, et que l'on confond souvent. L'impôt négatif, que j'ai longtemps défendu, et le revenu universel. Je vais soutenir le premier, et je vais souligner les faiblesses de la seconde proposition, même si, paraît-il, le revenu universel, une fois passé au filtre des réalités, ressemblerait beaucoup à mon impôt négatif. Bon. D'un côté, donc, l'impôt négatif. L'impôt négatif, c'est une idée découverte par moi chez Milton Friedman, que nous avions reçu ici même à l'Assemblée nationale. Henri s'en souvient, ça ne nous rajeunit pas. Après avoir aussi lu le livre de Lionel Soleru, on l'a vu l'autre jour, le rapport du plan élaboré à l'époque par Christian Stoffès sur cette question que je ne vois pas, j'aurais bien aimé le voir, mais Christian, qui a été longtemps mon collaborateur, a longtemps travaillé avec moi, avec nous, sur cette idée de l'impôt négatif, et je me suis efforcé de l'introduire dans le débat politique, et je l'ai même porté jusqu'au débat des élections présidentielles de 2002. De l'autre côté, il y a le revenu universel et inconditionnel, avec, en apparence, le même objectif, la lutte contre la pauvreté, mais en fait, je pense, moi, qu'il constitue une mauvaise réponse à ce premier problème qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Et je pense même d'ailleurs, pour être franc, que pour beaucoup des partisans du revenu universel, la lutte contre la pauvreté n'est qu'un alibi au profit d'autres finalités plus sulfureuses ou plus suspectes. Donc, d'abord, l'impôt négatif. Moi, j'avais parlé d'un impôt négatif à la française, que j'avais présenté souvent sous le nom de revenu familial minimum garanti. Pourquoi ? Au fond, tous les grands pays ont développé au fil du temps des systèmes de protection sociale, retraite, assurance chômage, assurance maladie, accident du travail, et ajouté des filets de protection sociale pour les exclus du travail, pour ceux qui ne bénéficient pas ou qui ne bénéficient plus des protections sociales attachées au travail. Et tous les grands pays se sont heurtés à la complexité,
à la redondance, au chevauchement de ces diverses protections sociales successives, et on constatait d'un côté le coût croissant, et de l'autre côté les rendements décroissants. Ils ont tous pu aussi, et c'est là peut-être l'apport de Milton Friedman, constater tous les effets pervers de ces dispositifs, dont le plus important est celui d'enfermer dans l'assistance justement les personnes que l'on voudrait au contraire de sortir de cette assistance. C'est le cas de tous les revenus et allocations de base qui ont été institués dans les grands pays développés, à commencer bien sûr par le RMI, qui avait le I de l'insertion, mais que l'on a progressivement oublié, à l'exception d'un département, le mien, l'Ille-et-Vilaine, mais ça c'est une autre histoire. Mon impôt négatif à la française, le revenu familial garanti, avait pour moi deux objectifs. Le premier objectif, c'était de simplifier, enfin du moins autant que possible, le maquis des aides sociales destinées aux vulnérables et aux plus démunis. Millefeuille. Et puis, deuxièmement, lutter contre cet effet pervers de notre protection sociale, aujourd'hui bien identifié, mais je vous assure qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas, à savoir le basculement de pans entiers de la population assistée dans la trappe à pauvreté, c'est-à-dire dans une situation où la reprise d'un travail, surtout lorsqu'il n'est pas à temps plein, entraîne la suppression des aides sociales. Moralité, comme diraient les économistes, il y a une incitation marginale à reprendre un travail, un coût de l'heure réel payé si l'on reprend un travail, qui pouvait être totalement symbolique, voire même dans certains cas négatif. Et c'était d'ailleurs la grande idée de Milton Friedman avec l'impôt négatif que de permettre de lisser la reprise du travail pour sortir de la trappe à pauvreté. Ma proposition, donc, c'était celle d'un revenu familial minimum de base, complété par une allocation progressive jusqu'à un certain niveau lorsqu'on reprend son travail. Alors, familial, pourquoi ? Je reconnais que familial, parce que c'est le cadre de notre fiscalité, qui est un cadre discutable. Je n'ai pas de problème sur ce point, mais c'est le cadre premier de la solidarité. Il ne faut quand même pas oublier ça. Première solidarité, avant d'être la solidarité de l'État, un principe de subsidiarité, ce sont les solidarités familiales. D'ailleurs, Gaspard ne dira pas autre chose, puisque, s'agissant des aides au logement, il est bien obligé de constater qu'il y a un foyer et dit, bah, celle-là, j'y touche pas, quoi. Parce que le foyer, c'est quand même bien une réalité. Je voudrais dire simplement que ma proposition de revenu familial de minimum garanti, elle n'a rien de magique. C'est seulement, et c'est ce que disaient au fond les libéraux autour de Friedman, c'est seulement le moins mauvais système d'allocation aux plus démunis dans le cadre de l'État-providence. Pas le système idéal, parce que c'est un système qui, et je l'ai bien étudié, et j'en ai bien discuté, qui a aussi ses effets pervers. Alors, avec l'impôt négatif, vous fermez la trappe à pauvreté. Mais vous ouvrez la trappe à bas salaire. Pas de miracle en économie. Si vous subventionnez les bas salaires, vous multipliez les bas salaires. En réalité, si j'ai vraiment défendu à ce point l'idée d'un revenu familial minimum garanti, c'est parce que cette réforme était pour moi l'occasion d'en défendre deux autres, peut-être encore plus fondamentales. La première, c'était une réforme de la fiscalité, et l'impôt négatif, c'est le prétexte qui permettait d'intégrer la CSG comme première tranche d'impôt proportionnel payé par tous les Français, une sorte de flat tax à la française, complété par un impôt sur le revenu ordinaire dont je me proposais de réduire la progressivité. Il existe une autre proposition en circulation dans cet hémicycle, un peu plus haut, qui consiste à dire, ouais, on va fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, mais pour rendre la CSG progressive. C'est la même idée,
mais sur le mode exactement inverse. Et le deuxième point, encore très important, c'était la clarification de notre protection sociale. Il faut absolument distinguer dans le méli-mélo actuel ce qui relève de l'assurance, et donc des cotisations, assurance égale cotisation, retraite, la majeure partie de notre assurance maladie, le chômage, etc., de ce qui relève de la solidarité, et donc de l'impôt. Solidarité égale impôt. Le handicap, la politique familiale. On ne s'assure pas contre le risque d'avoir des enfants. On peut même penser qu'avoir des enfants, c'est pas un risque, c'est une chance. On a le droit de dire cela. Mais le chômage de fin de droit, la couverture maladie non contributive, tout ça, c'est de la solidarité. Contrairement à ce que l'on répète à l'envi, le coût de notre protection sociale n'est ni supporté par le travail, ni par les entreprises. Il est dans ses principes et dans notre histoire sociale, payé sous forme d'achat de services mutualisés par les personnes sur leurs revenus. Ce qui compte pour l'entreprise, c'est le coût total du travail, cotisation comprise, sur leurs revenus de travail et retenu à la source, bien sûr, au sein de l'entreprise. Le problème, c'est qu'au fil du temps, on est passé des assurances sociales, au pluriel, à la sécurité sociale, au singulier. Et l'État a progressivement chargé notre système d'assurance de dépenses qui, en réalité, relèvent de la solidarité nationale. Il n'y a pas si longtemps, certains s'en souviennent peut-être, il y avait chaque année des bagarres épiques avec les partenaires sociaux sur un thème bien connu, celui des charges indues que l'État imposait aux systèmes sociaux. C'est pourquoi j'estime vraiment que cette clarification, rendre à la cotisation ce qui appartient à l'assurance et à l'impôt ce qui appartient à la solidarité, est un préalable indispensable à des réformes beaucoup plus profondes qui permettent d'introduire des gestions déléguées responsables et la liberté de choix des assurés. Mais vous ne pouvez faire cela que si vous avez d'abord clarifié les responsabilités et les financements. J'ajoute que, à différence du revenu universel, l'impôt négatif bénéficie de deux grands exemples à l'échelle de grands pays. C'est les États-Unis, avec l'Earned Income Tax Credit depuis les années 70, différentes formes. L'Angleterre, avec le Working Family Tax Credit de John Major à Tony Blair ou à David Cameron. Il est intéressant, juste au passage, de noter que ces politiques se sont progressivement accompagnées d'actions en faveur de ce qu'on appelle le workfare, c'est-à-dire d'incitations plus ou moins autoritaires, suivant les pays et les périodes, à la reprise d'un emploi pour ceux, du moins pour ceux qui peuvent. Personnellement, moi je n'ai jamais partagé les diatribes de la droite, qui ne fait d'ailleurs que refléter l'opinion très populaire, les diatribes de la droite contre l'assistanat. Cancer de notre société. Je trouve cette approche, comme on dit aujourd'hui, stigmatisante, en tout cas certainement humiliante pour celles et ceux qui galèrent à la recherche d'un emploi et qui font vraiment tous les efforts qu'ils peuvent pour s'en sortir. En revanche, je pense que de tels emplois d'accompagnement d'un revenu minimum, quel qu'il soit, sont utiles, nécessaires. Fussent-ils même d'ailleurs des emplois dits d'utilité sociale, mis en œuvre par des collectivités, des vrais faux emplois. Pourquoi je dis cela? Mieux s'ils étaient mis en œuvre, bien sûr, par des entreprises. Mais si je dis cela, c'est que avoir un travail, ça permet de retrouver l'estime de soi dans son miroir, au regard des autres, au regard de ses enfants. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je suis RMI, je suis au RSA. Je travaille pour la ville. Je travaille au potager, je travaille, que sais-je encore. C'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle je suis assez attaché
à la défense d'un travail, fut-il d'utilité sociale, c'est vous dire le plus que je vais, lié à ces revenus minimums. Alors en France, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, paradoxalement, c'est le gouvernement de Lionel Jospin qui, en 2001, à partir d'un rapport assez intelligent du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, il s'est engagé dans une direction de cet impôt négatif, avec une proposition de crédit d'impôt imputable sur la CSG. L'idée du Conseil d'analyse économique à l'époque, c'était de se rapprocher, disait-il, autant que possible du système idéal de l'impôt négatif. Système idéal de l'impôt négatif. Et j'avais même alors, bien seul dans ma famille politique, soutenu l'initiative de Jospin, en soulignant les imperfections d'un texte, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel et qui aboutit in fine à la petite prime pour l'emploi. Un peu plus tard, le RSA est allé dans la même direction. Il y a eu d'autres tentatives entre les deux, mais le RSA activité dégressive qui permet de cumuler jusqu'à un certain point des allocations et des revenus complémentaires. Et récemment, vous le savez, peut-être, pour simplifier ce dernier dispositif, pour éviter la redondance entre la PPE d'un côté et la prime pour l'emploi de l'autre, les deux mécanismes ont été fusionnés à partir du 1er janvier 2016. 1500 € pour une personne seule, 2200 pour un couple, 2900 pour un couple avec 2 enfants, ce sont les plafonds de ressources qui ouvrent droit à cette prime d'activité. On touche là un problème qui est spécifique à la France. La mise en œuvre d'un impôt négatif en France, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'autant plus complexe qu'il existe une autre barrière à l'entrée sur le marché du travail. J'élargis le propos, celle du SMIC. Et on ne peut pas passer ça sous silence. Le SMIC n'est plus, aujourd'hui, le salaire minimum professionnel, régionalisé, afin de tenir compte des différences de niveau de vie, comme il l'a été à l'origine. Tous les gouvernements, pour soigner leur image sociale, se sont employés, comme on dit, à donner des coups de pouce au SMIC. C'est-à-dire à aller au-delà de l'inflation, à aller au-delà des gains de productivité. Facile. Faire payer leur politique sociale par l'entreprise. Ce qui revient en fait à relever la barrière d'entrée sur le marché du travail des emplois à faible valeur ajoutée. C'est ça le problème du SMIC. Donc à exclure du marché du travail les travailleurs qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Et qui donc se voient condamnés ou à l'inactivité ou au travail noir. C'est le problème de la société française. Comme les politiques ne sont pas complètement idiots, ils se sont aperçus que c'était absurde. Donc ils ont, tous les gouvernements compris là, successifs, ils ont multiplié les exonérations de charges sociales sur les bas salaires. Au passage, lorsqu'on parle d'assistanat, la facture totale des aides à l'économie, qui passe par le budget de l'État, c'est 160 milliards. Plus que l'impôt sur le revenu, auquel j'ajouterai l'impôt sur les sociétés, auquel j'ajouterai les charges patronales. Vous voyez l'ampleur de cette facture considérable. Il faudra un jour songer à la redéployer. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, barrière. Donc, réaction à la barrière, je subventionne les bas salaires, politique totalement schizophrénique, exonération de charges sociales sur les bas salaires pour ne pas trop augmenter le coût du travail des emplois peu qualifiés et pour ne pas aggraver le chômage. Ce qui est intéressant là, c'est que d'un strict point de vue économique, cette exonération de charges sociales sur les bas salaires, c'est un impôt négatif. C'est une forme d'impôt négatif. Avec, elle, 2 terribles effets pervers. D'une part, les plafonds fixés, 1,6 SMIC, 1,4 SMIC, 1,5 SMIC, ont un effet de cliquet. Si je dépasse, ça me coûte bonbon. Donc, je contrains un maximum de travailleurs
dans cette fourchette. C'est le drame de la smicardisation de la société française. Et parfois, le drame d'un certain nombre grandissant de travailleurs pauvres. Le deuxième effet pervers, c'est que ces exonérations s'appliquent aux bas salaires. Mais non, il n'y a pas salaire et bas salaire. Il y a les bas salaires des emplois à faible valeur ajoutée, et puis il y a le bas salaire des emplois mal payés dans l'industrie, mais de gens qui sont affectés à des postes de travail sur des machines de plusieurs millions d'euros, pour lesquels la productivité est bonne, et pour lesquels il n'y a absolument aucune raison d'aller subventionner ces bas salaires, au nom de la lutte pour les emplois à faible valeur ajoutée. Donc ça crée une énorme déperdition financière, ce qui fait qu'on cible mal la cible qui est réelle des emplois à faible valeur ajoutée, dont je dis juste d'un mot, il y a eu de nombreuses études, dont celle de Piketty-Naguère, qui montraient que proportionnellement par rapport à d'autres pays, nous avons un déficit d'emplois à faible valeur ajoutée de au moins 3 à 4 millions d'emplois, essentiellement dans le secteur des services. Donc vous voyez que si aujourd'hui je devais reprendre ma proposition d'impôt négatif à la française, eh bien, je devrais l'articuler en réalité avec une réforme du SMIC dans un projet de libération du marché des emplois de services à faible valeur ajoutée, qui est un beau projet, hein, parce que c'est un projet qui consiste à dire, voilà, on va créer quelques millions d'emplois derrière. C'est pas un projet honteux, à mon avis, à présenter à l'opinion. J'ajoute enfin un dernier point, c'est que, s'agissant de mon revenu à moi, mon revenu familial minimum garanti, j'ajoute un dernier point, c'est que, dans mon esprit, il n'avait pas vocation à s'étendre. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un pis-aller. C'est la moins mauvaise des mauvaises solutions. C'est dire qu'il a même, dans mon esprit, vocation à se réduire avec le retour de la croissance, avec le retour du plein emploi, pour finalement cibler le devoir de l'État vers les populations vraiment pauvres, éloignées du marché du travail. J'en viens donc maintenant au revenu universel, inconditionnel. Il a des ambitions beaucoup plus fortes que mon petit revenu minimum garanti. Il s'agit, mais Gaspard nous le dira, d'un même revenu attribué à chacun, quel que soit son revenu d'ailleurs, son patrimoine, sa situation familiale, du berceau à la tombe, comme on dit, et fiscalisé au-delà d'un certain seuil. Alors, pour beaucoup, pour certains, pas pour Gaspard, mais il ne s'agit rien de moins que de la sortie du capitalisme. La fin de la dictature de l'emploi. Je reprends les propositions de tes amis. Le revenu du travail. Non, pardon. Non, mais il n'y avait pas. C'était en même temps, Gaspard, pardon, c'était pour dire que ce n'était pas toi là qui était visé. J'enlève les faits et je dis ce n'est pas toi qui est visé. Ce sont ceux qui, comme toi, se réclament du revenu universel et qui sont nombreux à se réclamer de ce que je viens de dire. Donc tu n'entends pas verser dans ces utopies, et c'est très bien, mais c'est vrai que pour eux, le revenu universel n'entend pas seulement accompagner la sortie du marché du travail pour ceux qui sont contraints, leur retour sur le marché du travail. L'idée, c'est d'offrir un salaire à vie à tous ceux qui, pour des raisons diverses, feraient un choix de vie frugale, au nom du refus du système, au nom de la décroissance qui est jugée nécessaire, au nom de la sortie de la société marchande. C'est un projet qui rassemble, celui de Gaspard, c'est vrai, mais c'est un projet où il y a beaucoup d'ambiguïté, et comme disait quelqu'un ici, quand il y a du flou, il y a le loup. Ce qui m'ennuie, et c'est au fond, et là c'est le projet de Gaspard, non pas le projet de Gaspard, mais j'ai trouvé symptomatique qu'il termine sa brochure sur le revenu universel, le Liber, sur laquelle je me fonde, par une citation de Foucault.
La seule chose importante, c'est que l'individu tombé en dessous d'un certain niveau de ressources doit accorder une subvention qui l'incite à repasser au niveau du seuil. Parfait. Mais s'il n'en a pas envie, ça n'a après tout aucune importance. Il restera assisté. C'est là où est la notre divergence. Pour moi, ce n'est pas sans importance que de dire que l'on reste assisté. À ce stade, j'avoue que c'est difficile de prendre à bras-le-corps le revenu universel, je le ferai tout à l'heure sur le LIBER, mais c'est un objet économique non identifié pour moi. Alors, il y a certes quelques expérimentations. Avec tout d'abord la Finlande, qui excite les imaginations. On nous promet une expérimentation de revenu universel en 2017. On parle de 800, 900 000 euros de revenus, mais on dit aussi dans le même temps que ce revenu pourrait se substituer à de très très nombreuses aides existantes, logement, chômage, peut-être même les retraites. Donc la Finlande, j'attends de voir. Il y a les Pays-Bas qui ont expérimenté à Utrecht, dans quelques municipalités, un revenu de 900 euros sur quelques personnes déjà titulaires d'un revenu minimum. Donc ce n'est pas vraiment une expérience de revenu universel. Il y a l'ambitieuse proposition de référendum en Suisse, à nouveau, sous l'affaire Teuquet, mais ils remettent ça avec un revenu de base beaucoup plus généreux, 2300 francs suisses. Et il me semble que toutes les expériences de revenu universel qu'on annonce ou qu'on a vues sont trop spécifiques, trop réduites, trop différentes pour servir de modèle. Alors on me dira, en Inde, au Madhya Pradesh, il y a eu 6000 personnes dans 8 villages, 18 mois, 2,3 euros à chaque adulte. Ouais. En Namibie, après quelques villages pauvres, on a donné 15 euros par mois. Au Brésil, il y a eu la Bolsa familiale, les bourses familiales, qui ont été interrompues, mais qui concernaient 14 millions de familles. Mais des familles qui avaient un revenu mensuel de moins de 30 euros au cours du réel d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans des situations d'extrême pauvreté dans les pays pauvres, le fait de distribuer un revenu, ou un capital d'ailleurs, ça a des effets visibles et efficaces. Car les gens, la majorité statistiquement, vont investir ce revenu, ce capital, dans l'éducation ou dans la fabrication d'une petite activité. Mais là, on parle de la pauvreté dans les pays riches. Et la pauvreté dans les pays riches, c'est une toute autre question. Et en fait, les seuls pays où le revenu universel existe, ce sont les monarchies pétrolières ou les Émirats du Golfe qui ont eu, comme le Koweït, qui ont eu une rente à distribuer et qui accompagnent généralement cette rente généreuse d'une palette de services publics gratuits pour les natifs. Pas pour les résidents, qui viennent de chez eux. Donc on conviendra que ce système entier, il n'y a pas beaucoup de leçons à en tirer. La France n'est pas un pays rentier. Le seul rente que l'on ait, c'est notre montagne de dette. Au surplus, on conviendra qu'en matière d'émancipation individuelle, ces pays sont modérément des exemples. Alors, pourquoi parle-t-on, je me suis interrogé, pourquoi parle-t-on autant aujourd'hui de revenu universel? Alors certes, parce que Gaspard joue son rôle de promoteur, mais il y a d'autres raisons. Et il le sait bien. En fait, le vrai carburant médiatique du revenu universel et inconditionnel aujourd'hui, pour moi, c'est la peur. La peur d'un chômage permanent, persistant, la peur d'une précarité grandissante, la peur des galères épuisantes des travailleurs pauvres, des fins de mois difficiles, dans une France en panne, la peur malthusienne d'une planète épuisée et dont il faut savoir diminuer la croissance, la peur, enfin surtout, d'un progrès exponentiel, avec l'idée de ce grand remplacement des travailleurs par les robots mangeurs d'emploi, sans parler de l'intelligence artificielle.
j'ai toujours observé que quand renaissent les idées de pénurie, les idées de protection et les idées de partage reviennent au galop. Il n'y a pas si longtemps, on imaginait devoir partager le travail qui devenait de plus en plus rare. Travailler moins pour travailler tous. La recette des 35 heures. Aujourd'hui, en matière de partage, le revenu universel, à mon sens, et inconditionnel, va beaucoup plus loin. On se propose de partager les revenus de ceux qui travaillent avec ceux qui ne travaillent pas, ou pas totalement. Au fond, de subventionner le non-travail, fût-il volontaire. Alors bien évidemment, je n'adhère pas à ces idées. Et je pense qu'il faut combattre ces prophéties de malheur et nous en être les compagnons de route. Il n'y a aucune raison de céder au fatalisme, à cette apocalypse malthusienne de la destruction massive du travail. Pourquoi? D'abord parce qu'il est facile d'observer que, côté emploi, de grands pays développés connaissent le plein emploi. La France fait monde à part. Que ces pays qui généralement connaissent le plus l'emploi sont aussi les pays qui sont le plus ouverts au libre-échange et le plus robotisés. Pas de raison d'avoir peur. Ensuite, mais là, je sais que Gaspard s'y intéresse, on est un monde où de prodigieux progrès sont en cours, qui dépassent l'imagination, les nouvelles énergies, la robotique, les nouveaux matériaux, les nanotechnologies, la révolution numérique, qui n'est encore qu'à ses tout débuts, qui a une puissance exponentielle qui est intégrée en elle. Et puis derrière, bien évidemment, le déchiffrement du génome, les biotechnologies, les perspectives d'allongement de l'humain, de réparation de l'humain, d'amélioration de l'humain. Dangereuse, fascinante, enfin, tout de même, immenses progrès qui sont devant nous. En fait, c'est vrai que nous ne subissons pas une crise, nous on est en train de vivre une mutation, une extraordinaire mutation. Celle du passage de nos vieilles sociétés industrielles, nationales, à la civilisation mondiale du savoir numérisé. Alors, bien sûr, ça secoue. Et ça va secouer fortement l'économie, les économies, les États, la société. C'est un tsunami de création-destruction. Création-destruction, Schumpeter. En français, on ne dit pas création-destruction. On dit destruction, création. Je ne sais pas pourquoi. On dit, logiquement, avant de détruire les diligences, on invente la voiture. On ne détruit pas les diligences pour inventer la voiture. Enfin bon, c'est juste au passage, pour les étudiants ici, montrer cette particularité française. Donc, cette création-destruction à l'échelle de la planète, elle se profile. Et bien entendu, les emplois vont être réduits. Mais ne doutez pas qu'il va y avoir bien d'autres créations d'emplois. On parle de la société automatisée. Ouais. Mais une société automatisée sera forcément une société que l'on va chercher à humaniser. La réalité, c'est que les nouveaux emplois de ce nouveau monde, on ne les a pas. Ouais, mais ils sont à inventer. J'aime beaucoup Bertrand de Jouvenel, qui était un grand libéral, et Bertrand de Jouvenel, qui parlait qui a bien vu toute cette mutation bien avant tout le monde, et qui parlait de ces emplois nouveaux qui allaient développer les aménités de la vie. J'aime bien cette expression, ça revient un peu à ce que disait humaniser, la société déshumanisée. Et contribuer à une jolie formule aussi, disait-il, civiliser notre civilisation. On pourrait développer longtemps, mais il y a là multitude d'emplois, la pénurie. Non, la pénurie de créateurs nous guette, mais pas autre chose. Alors bien sûr, cette mutation de l'économie, c'est aussi une mutation du travail, c'est aussi une mutation du droit du travail, car le nôtre a été conçu pour et par la civilisation de Lucine.
et de nouvelles sécurités sociales sont à inventer pour accompagner cette mutation. Et c'est là où les partisans du revenu universel et inconditionnel, à mon sens, sont perdus. Car s'ils jouent sur les peurs, j'en ai dit un mot, ils savent très bien se parer de la modernité et présenter ce revenu universel comme étant au fond l'accompagnement naturel, utile, efficace de cette mutation du travail, qui permettrait au fond de gommer la précarité, de fluidifier le marché du travail, de permettre des allers-retours entre activité, inactivité, travail non marchand, travail marchand, de cumuler activité partielle, activité, inactivité partielle. Cette mutation du travail, elle est réelle. Et nul plus que moi n'a sans doute autant réfléchi depuis aussi longtemps, c'est le privilège de l'âge, sur la mutation de nos sociétés industrielles vers cette société mondiale de la connaissance et sur la transformation même de l'idée de richesse. Sur le fait qu'aux côtés du travail salarié, nous allions voir l'essor d'un nouveau travail indépendant. Le travail indépendant n'a rien de bien nouveau d'ailleurs en lui-même. Il concerne depuis longtemps les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les conseillers indépendants, les artistes, que sais-je encore. Au lieu de dépendre d'un patron, vous êtes votre patron. Mais vous dépendez du client. Lorsqu'on a fait la mutation de la civilisation agricole à la civilisation industrielle, le salariat est alors apparu comme un formidable progrès, dans la mesure où il permettait aux travailleurs d'échapper aux aléas de la vie et aux aléas de la commande du client, en apportant la sécurité du salaire. Et on voit bien aujourd'hui que l'évolution du modèle des entreprises, l'externalisation, le besoin de réalisation individuelle, se mettre à son compte, ça a toujours été une ambition individuelle et sociale, partout, cela entraîne l'essor de l'entrepreneuriat et du travail indépendant. Ajoutez à cela l'arrivée dans le paysage économique des plateformes web, des plateformes numériques qui mettent le client directement en relation avec le prestataire ou le producteur de biens, vous avez là un formidable essor du travail indépendant. Je crois qu'il serait très imprudent d'en conclure que cela signifie la fin du salariat. Pas plus que celle des entreprises. Les entreprises, on s'est, il y a longtemps, ça a donné même un prix Nobel d'économie, Ronald de Coase, on s'est intéressé longtemps sur pourquoi on a fait des entreprises. On fait des entreprises parce que cela permet, dans l'organisation de l'entreprise, d'économiser des coûts de transaction. Sans ça, ça serait trop compliqué. Le modèle de l'entreprise est plus efficace. Et qui dit entreprise dit modèle salarial. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que beaucoup d'activités économiques et d'activités sans doute publiques ont vocation à être ubérisées, pour reprendre le mot qui tourne autour de ces plateformes numériques. C'est-à-dire d'assurer la relation directe, le contrôle de la qualité, le bon paiement, qui permet de court-circuiter en quelque sorte la relation de subordination qui caractérise le contrat de travail. Et dans le même temps, vous avez un nouveau style de vie qui apparaît. On mélange simultanément, successivement, travail salarié, travail indépendant. On additionne, à l'instar de ceux qu'on appelle aujourd'hui les slasheurs, plusieurs formes de travail. Je suis chauffeur Uber, je suis traducteur, je suis conseiller freelance, je suis professeur de piano, sans parler d'activités d'échange non coopératifs, dans le monde d'échange non marchand ou dans le monde coopératif. Et sans parler aussi des possibilités d'ajouter aux revenus de son activité les revenus de son capital personnel que permet aussi maintenant le numérique, la rentabilisation d'une pièce libre dans mon appartement, de ma bétonneuse, de ma voiture, de ma cave ou de mon garage. Ce travail indépendant pose deux problèmes. Celui de la protection sociale des travailleurs indépendants pour les périodes de non-activité, celui de l'éventuelle dépendance économique de ces travailleurs autonomes au regard des plateformes qui organisent cette mise en relation. Je tiens à dire que ces mêmes questions se sont posées dès l'origine pour le travail salarial.
besoin de protection sociale et problème de subordination. Et il n'est pas sans intérêt ici de rappeler que ce sont les libéraux économiques d'abord, Frédéric Bastiat, Adam Smith, qui, conscients du besoin de sécurité de chaque être humain, ont jeté les bases de ces institutions sociales protectrices, les premières mutuelles, les bourses du travail, l'organisation du marché du travail, par les contrats collectifs et même permis la création des syndicats nécessaires à rétablir l'égalité des forces dans la discussion des contrats de travail. Et que ce sont les libéraux politiques qui sont à l'origine de nos principales institutions sociales. Et moi-même, en 1994, lorsque j'étais ministre des entreprises, j'ai voulu réaliser l'égalité parfaite de protection sociale entre les travailleurs indépendants et entre les salariés. Nous l'avons fait, sauf bien évidemment pour un point, la précarité, la dépendance aux clients, qui pose un problème, parce que dans notre mémoire sociale, c'est attaché à une idée, l'idée du tâcheron, qui était utilisée autrefois par les entreprises, travailler à la tâche, et qui était un petit peu un symbole d'exploitation. Cette protection sociale est nécessaire. Mais je vois bien, en France comme ailleurs, c'est pas par hasard si c'est le Conseil national du numérique qui a demandé la mise à l'étude d'un revenu universel, des employeurs du numérique emblématiques, pareil de toutes les vertus de la modernité, se dire qu'au fond, ce revenu universel pourrait fournir la providentielle assurance de la précarité des travailleurs du numérique ou de ces plateformes. Après le statut des intermittents du spectacle, nous aurions les statuts des intermittents de la nouvelle économie payée par l'État. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de pourvoir à cette assurance. Et de même qu'hier, nous avons su inventer les sécurités sociales liées au salariat, il nous faut inventer aujourd'hui les nouvelles sécurités sociales de la nouvelle économie, et en particulier des travailleurs autonomes, mais dépendants de ces nouvelles plateformes. En 1994, on a donné la même protection sociale à tous, mais si les salariés disposent d'une assurance chômage, les auto-entrepreneurs, les professions indépendantes, n'ont pas d'assurance perte d'activité ou d'assurance anti-précarité. Alors on peut imaginer aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité au moment où on discute des lois El Khomri, un nouveau droit de l'activité globale, avec d'un côté le droit du travail salarié, plus ou moins contraignant, en fonction du degré de subordination. La caissière de supermarché, totalement contrainte dans son organisation de travail, bien protégée. Le jeune cadre d'une start-up, libre de son emploi du temps, parfois associé aux résultats, indépendant. Grande liberté du contrat de travail. De la même façon, du côté du travail indépendant. D'un côté, le travail indépendant, réglé tout normalement comme il l'est aujourd'hui, par le statut commercial, le contrat commercial, le droit commercial. Mais pour les travailleurs autonomes dépendants d'une plateforme qui, d'une certaine façon, risquent parfois d'être requalifiés comme salariés dans notre droit du travail français et même, semble-t-il, dans le droit du travail américain. Alors cela, on pourrait imaginer une assurance qui les garantisse contre ces périodes un peu de précarité. Elle pourrait payer moitié, et l'avantage pour la plateforme serait la garantie qu'elle ne risque pas de requalification. J'avais déjà imaginé ces assurances en 1994, et la loi qui porte mon nom contient déjà la disposition fiscale qui permet d'exonérer de fiscalité de charge de tels régimes d'assurance précarité au profit des travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle je pense que nous n'avons pas besoin du revenu universel. Je m'attacherai, après avoir laissé parler Gaspard, à soulever un petit peu le capot de son revenu universel.
le LIBER. J'ai parlé du revenu universel en général, je voudrais parler après du LIBER, c'est-à-dire la seule forme qui est peut-être intéressante à discuter entre libéraux. Les autres formes de revenus garantis pour bousculer la société et changer le monde, je les laisse à l'utopie. Je vous remercie. Bien, merci.